Vous voulez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre, ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois des prérogatives qui nous sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie. Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Nous, on est soumis à ce respect. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis à ce respect au tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais nous, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal. Peut-être vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ça, ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, Maître Jokamé, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivi. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de calots, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la barre ici. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sang, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a cadré il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser. Nous prions de bien vouloir laisser Maître Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'impérium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc, si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal, mais pas dans l'excès. Nous voulons dire que on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc, rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc, moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. Monsieur Pivi s'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger. Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et des fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause.
Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivi qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Et ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivi. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Parce que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense. Et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, pourquoi on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre. C'est bien les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour recadrer tout le monde. Nous sommes à la phase des questions. Nous sommes bien à la phase des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musellement. Ça, le tribunal est dans son rôle de recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la parole, maître, pour continuer avec vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement. On est d'accord? Si je relève du Premier ministre. Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit que si vous aviez un secrétaire général, est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté,
que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les directions? Chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où, au camp Koundara? N'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar? Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Bégré-là qui commettait ces tortures-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournaient. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même, avant, a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela? Il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages?
Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, d'abord, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là? Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages, parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y ait pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade et que les mouvements ont commencé, sûrement. Est-ce que vous saviez que quand il a quitté, il a donc quitté sans que le président ne soit informé? Là, s'il a quitté sans que le président ne soit informé, il est responsable. Parfait. Est-ce que vous saviez quand il a quitté, il a d'abord continué au stade, côté gendarmerie régionale, avant de retourner et passer par le pont de Mandina pour continuer vers le pont 8 novembre? Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est ici que moi j'ai su ça. Parfait. Il y a monsieur Marcel. C'est Marcel. C'est Raphaël Haba. Dans son procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, a indiqué ceci à la page 2. Non, au feuillet 3. À une question qui lui a été posée, on lui a dit ceci. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Réponse, non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. Est-ce que vous qui êtes militaire, quand on part à la recherche de son président, le président donne ton aide de camp pour des événements comme cela, est-ce qu'on peut aller seul? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai quand c'est dit qu'il a dit ouvertement qu'il est allé avec des amis? Bon, moi je ne peux pas parler de ça puisque je n'étais pas là-bas présent. Mais est-ce qu'on peut aller seul chercher un président, vous qui avez une expérience militaire, Non. vous qui avez déjà gardé? Non. Est-ce que cela est possible?
c'est pas possible. Est-ce que le fait de taire les noms des personnes avec qui il est allé au stade, est-ce que cela n'est pas faire en sorte que la vérité ne soit pas connue de tous? Si. Le même Aboubacar Toumba a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Nous ferons tout pour que ce Foromo comparaisse d'ailleurs. Si. Le même Aboubacar a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Mais dans ces mêmes déclarations, il dit qu'il était le seul à transporter des leaders politiques. Que pensez-vous de cette contradiction? D'abord, il était avec Foromo ce jour-là, et ensuite, il était seul en transportant tous les leaders politiques. La partie là, je ne peux pas parler de la partie là puisque je n'étais pas là-bas. Cette contradiction, que pensez-vous? C'est En contradictoire. pensez-vous? D'accord. Je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions qui ont été posées à vous, mais qui sont en réalité en rapport avec le président Dadis, puisque c'est dirigé contre lui. Je veux justement que nous parlions de Kaleya. Qui a créé Kaleya? Je ne sais pas. Est-ce que Kaleya existait avant 2008? Ah, moi, ce n'est qu'à un autre temps là que j'ai attendu Kaleya. D'accord. Je vous informe que Kaleya existait. Voilà. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bamba? Bamba Dolamou, je précise. Non, Bamba que moi je connais, c'est un Koniaké. Il n'est pas Dieu l'amour. Je dis Dolamou. Non, Vous ne connaissez pas Bamba Dolamou? je ne le connais pas. On fait comprendre que c'est ce Bamba qui s'occupait des recrues. Je vais vous dire ce que Bamba lui-même a dit, peut-être pour vous aider à le connaître. Bamba Dolamou, il était militaire en service au BSC, 2e compagnie détachée. Monsieur le Président, je lis le procès verbal 2005 du 19 avril. Procès verbal de déposition des témoins. Voici une question qui lui a été posée, la page numéro 1. Sur interpellation, voici comment il répond lui-même. Je m'inscris en faux contre la déclaration qui affirme que les jeunes venus du centre de formation de Kaleya étaient encadrés par moi le jour de leur départ. Il poursuit en indiquant « Je n'ai jamais travaillé avec le capitaine Bienvenu Lama ». J'ai lu ces deux parties. Lui, Bamba, a été entendu par les juges instructeurs en qualité de témoin. Est-ce qu'il vous appartient à vous de répondre à sa place, dès lors que lui-même, dans un PV, s'inscrit en faux contre une telle déclaration? Normalement, c'est pour ça que je dis que je n'en sais rien. Vous savez ce qu'on appelle le témoin en droit? Non. C'est celui qui sait ou qui fait la relation ou le récit de ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. Voilà le témoin. Ce sont donc les yeux et les oreilles de la justice. C'est ce témoin-là qui a été entendu par les magistrats instructeurs qui dit n'avoir jamais entretenu des recrues.
Comment vous pouvez être plus royaliste que le roi? Comme je l'ai dit, j'ai dit, moi, je n'en sais rien de leur relation ou quand est-ce que les éléments de Kalea sont venus, rien. J'ai tout de suite lu sciemment. J'ai dit, est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? J'ai fait exprès. Est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? Je connais Bienvenu en tant que gendarme. Vous connaissez Bienvenu en tant que gendarme, Oui. n'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'il était poursuivi au même titre que vous? C'est ici que j'ai appris ça. Il a été poursuivi au même titre que vous alors. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Je vais vous dire ce qu'il a dit à propos de Kalea. Puisqu'on a fait comprendre que peut-être il a été envoyé d'abord par le président Dadis. Voici ce qu'il dit. On pose la question, que savez-vous du centre de formation de Kalea? Réponse. Depuis 2008, je suis muté au centre de Kalea par une décision du général de brigade Feu Jacques Touré en qualité d'instructeur. Il va plus loin pour répondre à une autre question. Quand on lui demande, n'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? Voici ce qu'il dit. En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école ce jour. Je peux jurer sur la Bible. Un officier ayant une certaine prestance qui a dit « descendez » et les autres qui étaient à côté ont contribué à faire exécuter cet ordre. Par ce simple fait, j'en ai déduit que le commandant Toumba Diakité est le chef de ce monde qui était là. Ni plus ni moins. Est-ce que c'était la réalité? Votre déduction est exactement la réalité. Et la défense du président Dadis vous enseigne que dans la vie militaire, il n'y a que des subordonnés qui reçoivent des ordres des chefs, des supérieurs, pas l'inverse. Et à partir du moment où c'est M. Aboubakar Diakité qui donnait des ordres et les autres recevaient, c'était lui le chef ce jour-là. Donc votre déduction a été très bonne. On va évoluer. Monsieur Oriba. Maintenant, on va nous adresser peut-être à quelque chose que vous aimez bien. Les actes posés par le président Dadis. Avant, pendant et après. Et nous allons même les catégoriser pour vous aider à encore dire votre part de vérité à ce tribunal. Est-ce que vous maintenez d'abord que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? Vous l'aviez dit ici. Est-ce que vous maintenez ça? Mes déclarations antérieures, je les maintiens. Est-ce que précisément vous maintenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire? Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? C'était déjà... Les faits sont là. Il y a eu des morts, il y a eu un carnage, il y a eu des viols, il y a eu une insécurité qui s'est abattue sur le pays. Et donc, c'est ça la réalité. Monsieur le Président, avec votre permission, la partie civile
Vous avez rappelé ses droits. Elle est libre de dire je n'ai pas de réponse, mais elle ne répond pas aux questions que je lui pose. Dois-je revenir là-dessus parce que vous allez m'interrompre? La partie civile a répondu. Mais la partie n'a pas répondu. Je reprends la question. Elle n'a pas répondu. Elle est libre de dire je n'ai pas de réponse, moi je continue. Je reprends alors la question. Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? J'ai déjà répondu à cette question. On va avancer. Je vais dire des choses et je vous pose une question. Voici les actes que le président Dadis, parmi tant d'autres, a posés. Un, avant les événements. Sur le plan administratif, à travers le ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques, MATAP, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, il a été publié dans les médias au nom du gouvernement un communiqué demandant de surseoir à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national durant la journée du 28 septembre 2009 pour faire respecter la date anniversaire de l'indépendance et faire de cette journée une journée de recueillement et de pardon. Est-ce que si ce communiqué a été respecté et considéré, les événements du 28 septembre, par vous, force vive nationale, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai pas de réponse, mais je n'ai pas de réponse. Je vais avancer. Encore. Sur le plan religieux et moral, le président Dadis avait fait recours aux chefs religieux et aux 4 coordinations régionales pour que ceux-ci interviennent auprès des forces vives de la nation afin de surseoir à la manifestation. Les chefs religieux ont passé le message aux leaders politiques que vous étiez en vue d'annuler le meeting projeté par vous. Je n'étais pas Le au temps courant. pour eux de rencontrer le président. Question. Est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez considéré et respecté ces chefs religieux, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. La seule initiative qui a eu lieu, c'était le 28 septembre, où le doyen Jean-Marie nous a informé que les 2 leaders religieux allaient passer le voir pour échanger et qu'ils vont jouer à la médiation. C'était dans la journée du 28 septembre aux alentours de 9 h du matin. Donc ce n'est pas le jour de la manifestation qu'il faut demander à ce qu'il y ait une médiation pour reporter ou pour envisager une autre alternative. Monsieur Amadou Oriba, vous dites devant ce tribunal, devant les médias, Comment? que vous n'aviez pas été en contact à l'époque avec les religieux avant Je suis formel. le 28 septembre. Je suis formel en tant que président de la commission politique des forces vives et en tant que président de la commission d'organisation, je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. On va avancer. Et si vous aviez été au courant, est-ce que vous aurez au moins respecté le message passé par les religieux? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous savez, heureusement que le président nous a défendu de faire un parallèle. On aurait fait rapidement un parallèle sur l'actualité, mais je n'y reviens pas. Ce n'est Toujours pas sur le le même plan. contexte. Toujours sur le plan religieux et moral, la coordination des sages des 4 régions naturelles du pays a tenu les 19, 22, 26 septembre des réunions afin de mener des réflexions approfondies sur la crise politique à laquelle le pays était confronté. Elle avait invité dans sa déclaration du 26 septembre 2009 le CNDD, le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les syndicats à s'abstenir de toute manifestation, de toute démonstration et de toute démonstration de force sur l'étendue du territoire.
est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez respecté et considéré ce message de la notabilité, est-ce que les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? J'avais d'excellentes relations avec l'ensemble des coordinations religieuses, des coordinations régionales du pays, y compris les autorités religieuses de ce pays. Et en tant que ministre de la Réconciliation nationale, nous avions contribué à leur conférer un statut et une certaine représentativité dans ce pays. Et en aucune manière, par la suite, en tant que président de la commission d'organisation de la manifestation, je n'ai été approché ni de près ni de loin pour aller dans le sens de ce que vous affirmez. Monsieur Ba, vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant de leur déclaration publique du 26 septembre et avant les 19, 22 et 23 des réunions, à l'adresse pourtant du CNDD, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et des syndicats? Vous n'étiez pas au courant, vous le dites publiquement devant les médias? Non, je n'ai jamais été appelé en tant que tel pour participer à une quelconque médiation. Et de ce point de vue, je pense qu'ils peuvent, en toute honnêteté, ils peuvent formuler des doléances et faire des communiqués. Mais en tant que tel, de manière expresse, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, une initiative de ce genre à laquelle j'aurais pu être convié. Est-ce que si cela avait été, en allant avec votre raisonnement, fait, est-ce que vous aurez répondu favorablement à la notabilité pour nous éviter les événements du 28 septembre? Si tel aurait pu être le cas, on aurait chargé ces autorités morales et religieuses d'une mission expresse pour amener le CNDD à revenir sur ses intentions et à respecter ses engagements du départ. On va revenir sur les engagements. Je vais terminer par ça. C'est important pour moi. Mais pour le moment, on va. Sur le plan politique, voici ce que le président Dadis a fait. Il a joint M. Sidya Touré, un des leaders politiques, en pleine nuit, pour lui demander, sinon, supplier, de saisir les autres leaders en vue du report de la manifestation. Voilà un chef d'État. Nous parlons d'un chef d'État, de la première personnalité du pays, qui accepte de prendre son téléphone. N'est-ce pas ça? Si cette main tendue du président avait été respectée par vous, avait été considérée par vous, n'est-ce pas, on aurait évité les événements du 28 septembre. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas grave, on va avancer. Sur le plan sécuritaire, je l'ai rappelé, le président Dadis a donné des instructions fermes au chef d'état-major général des armées pour la consignation des militaires dans les casernes. N'est-ce pas là encore une disposition pratique, puisque vous-même aviez indiqué ici que l'ambiance était bon enfant, c'est seulement quand des militaires sont entrés que tout ce qu'on a connu là est arrivé. N'est-ce pas une autre disposition pratique? Je n'ai pas de point de vue sur ça. On va avancer. Et là encore, pendant les événements, maintenant, le président Dadis, auréolé de son statut de chef d'État, a décidé d'aller au stade en personne pour vous rencontrer, c'est-à-dire les leaders politiques, vous leaders politiques, allez faire pour vous de parler à vos manifestants pour les calmer et sensibiliser. Mais il en a été empêché par son aide de camp, M. Aboubakar Diakité, qui lui
contrairement aux instructions de son patron, s'est retrouvé au stade, laissant son patron sans protection et se trouvant au stade sans aucune justification, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas une autre volonté manifeste du président Dadis qui a souhaité, qui n'a pas souhaité, ou qui indique clairement que pas un souhait pour lui, l'avènement des événements du 28 septembre? N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Un chef d'État qui se déplace, qui veut se déplacer. Je vais évoluer. Après les événements, sur le plan sanitaire et financier, le président Dadis a instruit que vous, leaders politiques, soyez amenés à la clinique Pasteur pour des soins intensifs et appropriés, tout en vous indiquant que vous êtes libre d'aller vous soigner à l'étranger si vous le voulez bien. Vous avez salué hier, vous avez indiqué votre reconnaissance, votre gratitude vis-à-vis du colonel Thiebro qui vous a accompagné là. N'est-ce pas un acte concret posé par le président? Je salue cette décision. Vous saluez cette décision. Merci. On va évoluer toujours sur le plan financier et sanitaire. Le président Dadis a également mis tous les moyens à la disposition du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, colonel Diaby, qui a parlé ici publiquement, pour qu'il s'occupe dignement des corps. Il a mis en place un comité de crise dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, et une commission de restitution des corps présidée par M. Koudoubou, ministre de la coopération internationale à l'époque. N'est-ce pas un autre acte salutaire posé par le président Dadis après les événements, M. Amadouba? Je n'ai pas de réponse par rapport à ceci. On va évoluer. Sur le plan de la communication et de la transparence, le président Dadis a invité les médias nationaux et internationaux, vous avez vu France 24, à se transporter dans les hôpitaux pour une véritable couverture médiatique en vue d'une réelle transparence. Cet acte de transparence, monsieur Amadouba, n'est-il pas une disposition pratique prise par le président Dadis après les événements? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan social et humanitaire, le président Dadis, accompagné du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et du ministre de la Santé, colonel Diaby, a rendu visite aux blessés à l'hôpital le même jour, je crois le même jour ou le lendemain. N'est-ce pas un acte hautement humanitaire qui doit être apprécié à sa juste valeur parce que provenant d'un homme digne, d'un homme qui aime ses compatriotes, d'un patriote? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan judiciaire, ça a été tellement dit ici qu'il n'a rien fait. Sur le plan judiciaire, le président Dadis, et tout est dans le dossier, a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'instruire le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque, afin d'engager des poursuites judiciaires. Ainsi, sur instruction du ministre de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque avait requis le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine d'ouvrir une information judiciaire contre X pour meurtre, viol et violation d'une interdiction de faire une manifestation.
n'est-ce pas sa volonté de laisser la justice travailler convenablement et librement? Il l'a fait. N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir pas agi sur le plan judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il était en droit, lui, de se substituer à la justice pour faire ce travail? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que s'il l'avait fait, on ne l'aurait pas taxé d'intervenir, de piétiner le domaine judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous, hommes épris de droit, de démocratie, n'aurez pas sanctionné ou n'aurez pas plutôt dénoncé et même condamné si le président avait fait pression sur la justice pour qu'elle aille? Je n'ai pas de réponse. On va avancer. Toujours sur le même plan, et nous l'avons déjà indiqué, il a aussi mis en place une commission d'enquête nationale pour dire on peut bien régler nos problèmes entre nous. Mais il a aussi mis en place une commission d'enquête internationale pour contenter ceux qui ne font pas confiance aux gens à l'interne. Est-ce que cela n'est pas une disposition pratique posée par le président Dadis? Je n'ai pas de réponse. Vous savez, les conclusions de ces rapports que vous rejetez, vous-même, vous avez été entendu le 3 décembre. Et ce 3 décembre, le président Dadis a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Est-ce que vous savez que tous ces rapports-là ont été produits après que lui, il ne soit plus aux affaires? Je n'ai pas de réponse puisque n'ayant pas cette information de manière effective. Mais vous avez dit au moins que vous avez lu le rapport d'enquête internationale. Ce rapport que j'ai en main nationale est produit en janvier 2010. C'est même écrit sur la page. Lorsque lui n'était plus aux affaires. Est-ce que, alors qu'il n'était pas aux affaires, est-ce qu'il pouvait influencer les membres de la commission internationale? Est-ce qu'il pouvait influencer les membres de la commission nationale? De juré, en janvier, il était toujours effectivement le président de la transition. Mais il n'était plus en état d'exercer ses fonctions, ayant été objet d'une tentative d'assassinat et ayant été au Maroc et après au Burkina Faso. C'est aussi une évidence, ça. Ce qui est essentiel, les conclusions du rapport par rapport aux faits que je vous ai relatés tout à l'heure invalident le rapport en tant que tel. Monsieur Amadou Oriba, je réitère encore que je m'adresse à l'homme d'État. Merci pour les compliments. Je sais, et c'est sincère. Dites-moi, dites à ce tribunal, après toutes les dispositions prises par le président Dadis, que je viens d'énumérer ici en les catégorisant, est-ce que encore on peut lui reprocher n'avoir rien fait pour prévenir ou corriger ce qui s'est passé le 28 septembre 2029 au stade éponyme? Honnêtement, logiquement, raisonnablement, pour l'homme d'État que vous êtes. Si vous permettez, lorsqu'on vous présente un plat correctement fait et devant vous, on crache dessus, je ne sais pas si vous allez avoir de l'appétit pour manger ce plat. Donc, la finalité peut invalider tous les efforts antérieurs, quelles que soient les motivations qui ont motivé cela. On va terminer par ce terrain que vous aimez peut-être. Vous, le véritable reproche que vous faites au président Dadis, c'est selon vous
d'avoir dit ici à Kaloum qu'il pouvait ôter la tenue et se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est bien ça? C'est un facteur déclencheur, mais ce n'est pas seulement cela. D'accord, on va parler déjà de cela. Est-ce que de manière officielle, le président Dadis a dit ici en Guinée qu'il sera candidat à une quelconque élection présidentielle? Ses subordonnés ont déclaré Dadis ou la mort. Je vais justement y arriver. Ce subordonné, c'est bien... Où est mon téléphone? Ce subordonné, c'est bien Moussa Keïta, n'est-ce pas? Secrétaire permanent de l'instance qui dirigeait le pays à l'époque. Voilà. Et vous savez, peut-être qu'il viendra ici. Mais M. Baouri, honnêtement, il y a encore des archives au niveau de la RTG. C'est le média d'État. Il y a encore des archives là. Lorsque M. Moussa Keïta a dit, lorsqu'il a prononcé la phrase Dadis ou la mort à Zérékoré, précisément au mois de juin 2009, c'est au mois de juin 2009, c'est pour guider le tribunal, le président Dadis a condamné le propos en plein meeting dans la salle de spectacle de la RTG et a présenté des excuses au nom du CNDD et du gouvernement en présence des diplomates, de la société civile, des politiques, des associations. La science tenante, Feu Jean-Marie Doré, a déclaré au nom de l'ensemble que l'incident était clos. Les images existent encore. Est-ce que vous êtes au courant de cela? J'étais présent dans la salle, mais les manœuvres pour étayer cette thèse se sont poursuivies par maintes fois. Ce n'est pas seulement une déclaration qui peut remettre en cause toute une dynamique et une stratégie qui a été mise en place pour valider un processus de contrôle ou de confiscation du pouvoir politique. Monsieur Amadou Oriba, puisque vous appelez M. Moussa Keïta un lieutenant de Dadis, un lieutenant prononce une chose. Son patron condamne le désavou, présente des excuses au nom de tout le peuple de Guinée. Et que vous, politiques, vous acceptez devant le monde entier que c'est clos. Est-ce que cela peut encore être une raison pour vous de dire nous nous levons contre lui parce que. Ou alors ce que Feu Jean-Marie Doré a dit en vous représentant, en parlant au nom de vous, n'était pas l'avis de tout le monde quand il a dit que c'était clos? Nous pensions que l'incident était clos, mais par la suite, les stratégies pour aller dans cette direction a prévalu. Et ce n'est pas simplement M. Moussa Keïta qui a continué à lancer ces mots d'ordre. Nous en avons parlé ici. D'autres en ont fait. Le général Sekouba Konaté, mais il s'est largement expliqué là-dessus. Et puisque nous sommes justement avec les élections, est-ce que vous vous rappelez du mémorandum des forces vives demandant d'écourter la transition de 2 ans à 18 mois qui a été transmis au secrétariat permanent du CNDD par Feu Jean-Marie Doré? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Je n'ai pas un souvenir précis parce qu'en réalité, la première phase de la transition, de manière précise et effective, rien n'a été fait qui pouvait conduire à l'organisation des élections. Mais ce mémorandum a été accepté par le CNDD, par le président de Dadis. Est-ce que cela ne signifiait pas, est-ce que ce n'était pas un gage exprimant la bonne foi du CNDD, la bonne foi du président Dadis? Est-ce que cela ne suffisait pas encore? Des faits isolés ne peuvent pas remettre en cause tout un processus avec beaucoup d'éléments qui ont montré le contraire. Vous savez, ce qui me surprend un peu, peut-être que c'est la définition que vous donnez de faits isolés.
C'est le concours de plusieurs faits qui nous ont amenés ici. C'est pour ça que nous parlons de chaque fait. Et nous parlons d'un mémorandum venant de vous. Parce que c'est vous qui parlez d'éléments déclencheurs qui a été accepté. Je voudrais au moins que même si on n'aime pas, c'est un adage, hein, le chien, qu'on reconnaisse au moins que c'est dans son blanche. Au moins, vous pouvez le reconnaître publiquement ici, vous êtes un homme d'État. Ce que vous dites est une offense à ma personne. Ah, je En m'excuse aucune manière. énormément et je retire, c'est pour ça que j'ai parlé d'adage. Je n'avais nullement l'intention, ça ne me ressemble pas. Je retire et je vous présente des excuses, si vous avez compris comme cela. Ce n'était pas mon intention, M. Amadouba. Je n'ai aucun sentiment hostile en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans ma déposition, de par ce qui a été dit, en aucune manière, je n'ai mis en cause sa personne, mais son statut de chef de l'État, dans le contexte particulièrement trouble de l'époque, peuvent amener à faire des analyses et des conclusions. Et beaucoup d'actions ont été menées avec méthode et stratégie pour concourir à valider une candidature possible du candidat du CNDD à l'élection présidentielle qui était en contradiction flagrante avec les engagements du président du CNDD à la prise du pouvoir. Monsieur Oriba, dites-moi, c'est encore pour manifester la bonne foi du président Dadis et du CNDD. Est-ce que le CNDD ne vous avait pas proposé que les élections locales se tiennent avant les présidentielles et que vous, politiciens, vous avez refusé et c'est ce qui a fait que des élections